votre vie artistique? Bon, je veux dire que je travaillais bien avec beaucoup de maisons de disques, avec des très grands chefs d'orchestre, chez Deutsche Grammophon avec Ariane. Bon, sur une petite anecdote personnellement, au moment où j'avais envie de commencer mon label de disques, mon ex-mari était le chef de Deutsche Grammophon et je trouvais qu'on ne devait pas mélanger pas un peu trop la famille avec le business. Bon, mais non, mais sérieusement, il avait un moment donné, surtout dans les maisons de disques classiques, où j'avais l'impression qu'ils ont perdu le chemin. Pour moi, le chemin de la raison de faire un disque, surtout, je crois que dans le classique, parce que c'est quelque chose qui dure, ce n'est pas... Oui, exactement. Mais c'était... quand je commençais, d'enregistrer un disque était quelque chose que je sentis que j'ai gagné. J'ai gagné le droit parce que j'ai vécu avec la musique, mon répertoire, devant mon public, et que là, je suis arrivée à un moment où j'avais envie de laisser une petite photo de ça, de ce moment. Mais les choses ont changé rapidement. Et finalement, les maisons de disques, au lieu d'investir dans les artistes et notre répertoire classique, ils ont décidé de chercher juste de l'argent. Parce qu'il était dopé par le CD. Parce que quand le CD est arrivé, tous les grandes compagnies, Deutsche Grammophon et compagnie, EMI, avaient des catalogues extraordinaires avec les artistes extraordinaires. Alors, ils ont fait des CD, ils ont gagné beaucoup de l'argent. Et là, ils pensaient que ça allait continuer. Et je me souviens d'une conversation avec Peter Allwood qui a dit, ah oui, j'espère maintenant on aura quelque chose de technologique qui va arriver. Je me dis, non, Peter, on a ce qu'on a besoin. On a ce patrimoine de musique qui est extraordinaire, génial. On a les artistes fantastiques, mais il faut nous laisser faire ce qu'on sait bien faire. Et voilà, j'étais un peu seule dans mes idées. Et finalement, j'avais décidé d'enregistrer mes archives, mon répertoire, juste pour moi, de laisser à mes enfants. Et après à peu près 5 ans, je faisais 2 enregistrements par an. Mon producteur m'avait demandé est-ce que vous avez envie de faire quelque chose avec ça? Et je dis bon, oui, je laisse ça aux enfants, mais en aucun cas, je vais laisser un des majors, parce que c'est comme de donner naissance à un enfant et de le laisser dans la rue. Parce qu'avant, mais je veux dire, avant l'enregistrement, j'avais tous les pouvoirs de choisir mes partenaires, de choisir le répertoire, mais une fois que l'enregistrement était fait, je n'avais plus le pouvoir. Ça peut arrêter après 6 mois, ça peut disparaître, ça peut apparaître dans une compilation avec une couverture de disque qui était effrayant. Et voilà, je ne voulais plus laisser mon travail à quelqu'un d'autre. Et quand il m'a dit, maintenant, on a la possibilité d'avoir la distribution, on n'a pas besoin des grandes maisons de disques pour la distribution, on a l'Internet. Et je dis, OK, j'attendais la fin de mon contrat avec EMI. Et j'ai commencé il y a 5 ans et je vais sortir le 11e disque maintenant, qui est le Voyage d'hiver de Franz Schubert. On attend le Voyage d'hiver avec impatience. Merci beaucoup, Barbara Hendricks, de votre témoignage. Merci. Je voudrais... Juste une chose. Je lui dis, maintenant que je me trouve avec tous ces gens qui viennent du monde de business et des hommes politiques, je veux juste dire que quand les artistes vous disent que on a besoin d'avoir des investissements dans l'art, ce n'est pas parce qu'on cherche du travail. C'est parce qu'on sait que la société a besoin de l'art. Parce que souvent, on dit, voilà, on va faire plus de concerts, on donne les subventions aux orchestres. Oui, c'est très bien, on a besoin de ça. Mais je veux dire, l'éducation dans les écoles, donner les enfants la possibilité de savoir que tout l'art, ce grand art, fait partie de leur patrimoine à eux.
et qu'il peut aimer Mozart ou pas aimer Mozart. Mais c'est un crime qu'ils ne savent pas que Mozart existe. Voilà. C'est tout. Richard David Precht. Barbara Hendricks hat gerade gesagt, am Anfang aller Kultur steht die Kunst. Ich möchte einen Satz noch ergänzen, weil das übergreifende Thema ja das Verhältnis ist zwischen Wirtschaft auf der einen Seite und Kunst und Kultur auf der anderen Seite. Eine der wichtigsten Einsichten, die man in diesem Zusammenhang gewinnen muss, ist nicht nur, dass man Kinder sehr gut ausbildet, dass man möglichst vielen Kindern die Chance gibt, sich kreativ zu entfalten. Das auf jeden Fall, aber noch etwas anderes. Wenn Sie sich anschauen, wo sind die Orte in der Welt, wo Kultur überhaupt entsteht, ich meine nicht, wo sie verwertet wird, sondern wo sie überhaupt entsteht, dann sind die Voraussetzungen, die Sie dazu haben, Freiräume. Das heißt, in einer Stadt wie Berlin beispielsweise haben Sie eine sehr, sehr lebhafte künstlerisch-kulturelle Szene. Warum? Weil die Mieten billig sind, weil Sie überall die Chance haben, noch einen Proberaum zu finden für Ihre Band, weil es viel unbesetztes Gebiet gibt. Das sind die Territorien, in denen Kunst, Kultur überhaupt erst entsteht, bevor sie dann später zu etwas wird, was man verwerten kann. Als der Rap und der Hip-Hop entstanden, sind sie ja nicht dadurch entstanden, dass man sehr viel Kapital investiert hat, sondern es sind zunächst immer Szenen entstanden, es ist ein Flair entstanden, eine Atmosphäre und daraus hat man dann ökonomisch etwas machen können. Und deswegen ist wichtig, von dem Gedanken abzukommen, dass Kunst primär etwas ist, was man durch Geld hervorbringen kann. Wenn Sie Dubai und Berlin miteinander vergleichen, Berlin hat 2/3 der Staatsschulden von Argentinien, aber eine lebhafte Kunst- und Kulturszene. Und Sie schaffen keine Kultur in Dubai, indem Sie ein Museum bauen und es mit Picassos vollstopfen. Danke. Une conversation juste entre nous. Non, mais je vais juste dire que quand je parle d'accès à la culture pour les enfants, je ne dis pas juste comme un produit devant les enfants, que les enfants qui chantent, qui dansent, qui font du théâtre. Parce que vous, dans le monde du business, mais bon, je suis un peu dans le monde business, peut-être avec mon label, vous dites parle toujours de la croissance, on a besoin de croissance. Mais si vous n'avez pas la créativité, si vous n'avez pas les enfants qui sont inspirés, de créer eux-mêmes la croissance, les Steve Jobs, il sera le seul. Hein? Je crois que c'est ça qui est nécessaire, qu'ils participent, qu'ils ont la possibilité de faire du théâtre, pas pour devenir les professionnels, mais juste pour activer et de faire des choses. Mon fils, il a 30 ans, et il m'a dit, l'autre jour, il essaye de faire des films. Il m'a dit, tu sais, maman, c'était vraiment difficile à la maison parce qu'on n'avait pas le droit de regarder la télé pendant la semaine. Mais aujourd'hui, je te remercie parce que moi, j'étais obligée d'être créative, moi-même, seule, dans ma chambre, de faire des choses, de penser, d'avoir une imagination. Et merci, je crois qu'il voilà, il y a quelque chose dont je suis fière comme mon fils de 30 ans, me dire merci parce que vous m'avez interdit de regarder la télé quand j'étais petit.